Ça y est, plus que quelques jours avant la reprise de la saison MotoGP. Je sais pas pour vous, l'hiver est long, même interminable, mais on y est presque. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler du dernier test, non pas celui de Sepang qu'on a déjà abordé, mais celui qui permettait de conclure les tests hivernaux, le test thaïlandais de Buriram. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Point de Corde. Point de Corde, le podcast MotoGP. C'est Bagnaia qui a chuté. Fabio Quartararo met en place son pilotage. Oui, je suis ravi de vous accueillir, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci, continuez à vous abonner. Ici sur YouTube, il y a le pouce bleu également. Voilà, les abos et les pouces bleus, ça m'aide énormément. Il y a ceux qui me suivent sur les plateformes de podcast audio, Spotify, Apple Podcast, Deezer, toutes les autres. Là, continuez à vous abonner. Quand je sors un épisode, il y a la petite notif qui arrive. Les abonnements, c'est la petite cloche qui se trouve au-dessus de la liste des podcasts. Vous pouvez aussi laisser des évaluations. Ça m'aide énormément à être découvert par d'autres personnes qui, comme vous, vont écouter ce nouvel épisode de Point de Corde. On passe au sommaire. Et pour ce sommaire, rendez-vous à Buriram, dernière session des tests avec beaucoup de questions. Yamaha qui devait confirmer la bonne performance de Sepang, Ducati et ce nouveau moteur ou pas, le choix devait être posé. Pedro Acosta, au milieu de l'orage financier de KTM, on pourrait être fixé sur les performances sportives. Et puis Aprilia qui est pour l'instant une bonne surprise avec le travail de Bezzecchi. Et ça nous emmène dans les enjeux de ces tests qui avaient commencé à la clôture de 2024 à Barcelone. Il y a eu Sepang et puis donc là, Buriram, et les choix doivent être faits puisque ce sont les derniers tests, c'est tout simple. Donc valider les packages, choisir les directions, les évolutions, c'est important pour ceux qui sont en retrait comme Yamaha par exemple, et important également chez Aprilia notamment, où Marco Bezzecchi avec la blessure de Jorge Martin doit faire l'entièreté des choix, l'entièreté des tests et choisir les directions, alors que le leader de l'équipe, on s'entend bien, ce sera plus que probablement Jorge Martin à son retour, le champion du monde est tout désigné. Puis évidemment, on en parlera, le moteur Ducati. Donc là aussi, le choix devait être fait pour le moteur qui allait équiper les machines jusqu'à 2026. Allez, on commence avec Ducati. J'ai beaucoup de choses à dire, je vais essayer d'être le plus bref possible. On était positif après Sepang, et ici, Marquez a été extrêmement impressionnant en termes de rythme de chrono. Il y a une simulation de course qui a été faite aussi sur 23 tours, chrono excellent. Une seconde de mieux que le chrono observé en 2024. Ensuite, il a fait des tours qualif. On a vu également une belle amélioration. Bref, Marquez en forme. La question chez Ducati, c'était le moteur avec deux options. Le nouveau moteur 2025 ou la sécurité. On prend le 2024 qui est un moteur incroyable et on le fait évoluer. C'est l'option qui a été sans surprise favorisée. Alors on a eu des infos sur comment c'est arrivé. Bagnaia a même finalement expliqué que déjà après Sepang, il était assez convaincu que le moteur de 2025 ne serait pas la bonne solution. Marquez aussi, apparemment ce moteur entraîne des problèmes en termes de gestion du freinage, là où le 2024 est très impressionnant. Mais bon, il ne pouvait pas en parler devant la presse, donc Bagnaia a tenu sa langue pendant un moment. Ce qu'on comprend, c'est que Ducati change donc ses plans. En conclusion de ce test, les 6 motos du plateau, les 6 motos Ducati auront un moteur 2024 jusqu'en 2026. Avec châssis carénage, là des doutes persistaient encore, mais on a la citation de Tardozzi qui dit « Cet hiver, le plus difficile pour Ducati, ça a été décidé de ne pas utiliser des nouveautés auxquelles nous croyons beaucoup sur le moteur 2025 et le châssis. Des choses n'ont pas fonctionné comme prévu. Et au moment où Gigi a décidé de ne pas prendre de risques, en renonçant donc à certaines pièces, ça nous a fait modifier tout le programme. En résumé, le travail de développement n'a pas vraiment payé et on n'est pas dans du bluff. Le mercredi, on voyait Bagnaia et Marquez sur des châssis et moteurs de 2024. La réflexion était portée à ce moment-là sur le choix du carénage. Donc la question qu'on peut se poser chez Ducati, qu'est-ce qui reste de la moto 2025 ? Alors, dans les pistes de réponse, il y a une partie de l'électronique et la suspension de la machine qui aurait fortement évolué. D'ailleurs, chez Ducati, on relativise cet échec en quelque sorte. Pour eux, c'est pas un échec, puisqu'on rappelle chez les Rouges que la moto de 2024 est une moto d'exception. Et c'est vrai. Alors, on observe aussi chez Gresini, tant qu'on est chez Ducati, que Alex Marquez est en grande forme. D'ailleurs, selon son frère Marc, c'est lui la surprise de cet hiver. C'est pas complètement faux. Il a fait un super test à Sepang, ici aussi, en tout cas en termes de chrono. Bon, on sait qu'il est sur une version GP24 qui est au bout de son développement. La moto, elle est déjà prête, elle est parfaite. Et on a aussi observé Franco Morbidelli en très bonne forme. Donc, ce sera à suivre pour la suite du côté de Ducati.
Chez Aprilia, là aussi, on est plutôt content. Gros travail effectué par Marco Bezzecchi qui comble donc l'absence de Martin en devant faire des choix. Leader de l'équipe, il ne l'était pas et le voilà en train de faire ses choix qu'aurait fait Martin s'il n'avait pas été blessé. C'est positif côté chrono. Il n'a pas tardé Bezzecchi à chasser les chronos. Dans un premier temps, il a testé le comportement de la RSGP quand les pneus commencent à se dégrader et puis ensuite, il a testé du time attack avec un 3e chrono à 2 dixièmes de Marquez, ce qui confirme que cette moto a vraiment du potentiel. Imaginez un champion du monde sur cette moto, ça va arriver très bientôt. Si Martin retrouve vite un niveau de compétitivité, en tout cas le niveau qui est le sien, ça va être intéressant. Note très positive, il y a une simulation sprint de Bezzecchi et elle est excellente. Ça aussi, ça va rassurer tout le clan Aprilia et Jorge Martin, même si c'est un test, évidemment, ça reste à prendre avec des pincettes, mais c'est intéressant. Alors, je sais qu'il y a pas mal de monde, surtout chez les amis français, qui attend que je parle de Yamaha, et c'est logique, puisque chez Yamaha, on est sorti des tests de Sepang en étant ravis et hyper optimistes. C'était justifié. Le premier jour de Buriram a été un peu compliqué, mais on a une explication. Tout n'est pas à dramatiser justement dans le sens inverse. Quartararo expliquait qu'il a eu beaucoup de difficultés avec l'avant de la moto. Assez étonnant dans un premier temps, puisqu'en sortant de Sepang, Jack Miller lui avait été hyper élogieux sur l'avant de la moto, mais là, voilà, ça fonctionnait moins bien. Le pneu fonctionnait moins bien. Peu importe la configuration pneu utilisée, la sensation sur l'avant était mauvaise pour Fabio Quartararo. Alors le problème, c'est évidemment tout de suite ressenti sur les chronos. Mais on restait serein en essayant de comprendre le problème avec les pneus chez Yamaha, puisque le reste de la performance, et c'était confirmé par Fabio Quartararo, c'était assez satisfaisant. En sortie du test, Fabio Quartararo déclarait « Pour le moment, on ne peut pas se comparer au leader, mais je pense que c'était de bons chronos pour nous. » Donc on est quand même optimiste. Fabio a fait des essais de départ pas trop concluant, changeant de stratégie pour le 2e jour. Et le 2e jour, il confirmait que ça restait compliqué avec les pneus pour pouvoir freiner très fort de l'avant. Peu importe le pneu utilisé, et bon, Fabio, c'est un de ses points forts de freiner. Donc ça a rendu évidemment ses chronos un petit peu plus compliqués que prévu. Alors en termes de performance, la simulation sprint à Sepang, elle concédait 3 dixièmes au meilleur. Ici, il y en a eu une autre de simulation sprint en Thaïlande. Et là, on était sur 4 dixièmes. Donc vous voyez, c'est un peu moins bien, mais ça reste globalement positif par rapport à ce que produisait Yamaha avant ça. Fabio, qui avec ça signait le 8e chrono à 7 dixièmes du leader. Ça reste beaucoup, c'est pas une catastrophe. Et à noter que Jack Miller, qui de son côté doit encore découvrir cette moto, a établi sensiblement le même chrono. Donc le gain de performance par rapport à Sepang chez Yamaha est un peu plus relatif, mais on peut rester optimiste avant ce début de saison. Ceux chez qui c'est assez compliqué, Honda. Joan Mir a progressé durant toute la seconde journée de façon assez inattendue. Mir d'ailleurs qui était extrêmement positif après le test. Je vous lis sa déclaration. Je pense que c'est la première fois que je vois ça, que je suis aussi performant depuis que je suis ici chez Honda. Au chrono, 1 demi-seconde derrière le meilleur, c'est vraiment intéressant. On a vu une évolution également sur la moto de Johann Zarco. C'est un nouveau Dos Red Cell. La photo, si vous voulez la voir, elle a circulé pas mal. Je pense qu'elle était d'ailleurs sur Paddock GP qui a publié les photos de ce nouveau Dos Red Cell. Il y a beaucoup de choses qui ont été testées en aéro, donc sur l'arrière, avec ce package qui évolue. Et ce qu'on observe sur cette photo, c'est des ailettes et un aileron arrière. Alors les ingénieurs ont surtout travaillé sur la vitesse de pointe. Pour vous donner un chiffre, à Sepang, la Honda roulait 7 km/h moins vite en termes de vitesse de pointe que la Ducati. C'est assez important. Joan Mir a soulevé ce problème en expliquant que le travail effectué n'a permis ici, durant le test, de gagner qu'un seul km/h. Donc, bon, c'est insuffisant. Pour le positif, Zarco, lui, était heureux des performances en pneus neufs. Le reste du travail a été effectué sur cette fameuse motricité, vous savez, le problème de grippe de pneus arrière. On en parle depuis longtemps chez Honda. Et le constat restait qu'en termes de performance, il n'y a pas un gros ressenti d'amélioration. Mais sur un tour rapide, là, Johann Zarco pouvait confirmer qu'on sentait quand même quelque chose pas trop en rythme de course. Johann qui expliquait que les ingénieurs Honda, eux, avaient pu lire une amélioration en analysant les données. Amélioration que lui avait ressenti un petit peu moins. Voilà. Alors au chrono, Johann Zarco finit 16e au terme de la seconde journée. Voilà, ça reste un chrono de test. Il n'y a pas que des conclusions à en tirer, mais il va falloir quand même du concret en termes de performance chez Honda. On peut quand même garder une inquiétude, je pense, pour Honda, puisque à l'issue de ce test,
Honda reste clairement la dernière puissance du plateau. Heureusement, il y a le 6e chrono de Joan Mir qui permet de voir une note positive. Parce que je vous dis ça, mais au classement des chronos, Joan Mir, il est 6e et lui, extrêmement satisfait puisque sa simulation de sprint a vraiment été très intéressante. Donc on a soufflé un peu le chaud et le froid chez Honda qui pourrait espérer jouer du top 10, mais pour l'instant pas mieux. Alors là où je trouve ça très intéressant à l'issue de ce test de Buriram, c'est KTM qui est sorti de ce test hyper positif. Brad Binder et Pedro Acosta ont vraiment performé. Il y a eu un énorme travail qui a été fait avec pour objectif de peaufiner les réglages de la RC16. Acosta, dès le premier jour, a bossé très dur, 81 tours bouclés, et ils sont satisfaits de ce qui a été trouvé pour la configuration de la moto. Entendez par là que la moto semble déjà bel et bien vraiment prête et au point pour la première course de la saison. Acosta d'ailleurs durant ces tests, si on regarde les chronos purement et simplement, c'était le rival des Ducati avec Marco Bezzecchi. Il bouclait le test avec la 4e position en termes de chrono. Voilà, donc KTM pense déjà au premier Grand Prix, ils vont arriver serein, configuration de course aboutie. Chez Tech 3, ça reste plus compliqué, mais c'est normal. Bastianini, notamment, doit s'habituer à cette nouvelle moto qu'il va découvrir. Binder, de son côté, lui paraît un peu en retrait, mais il a parlé et donné des explications à tout ça. Il en a apparemment gardé sous le coude, sans purement chasser le chrono lors du time attack. S'il dit la vérité, ça pourrait être intéressant. Et pour revenir à Tech 3, Viñales est en progression, en particulier sur le 2e jour, mais il y a une adaptation assez difficile pour lui apparemment au comportement du moteur de cette KTM, donc ce sera à suivre pour la suite. Pour terminer, parlons des rookies. Le premier, Ai Ogura, sur l'Aprilia Trackhouse. Pourquoi le premier ? Parce que c'est lui qui, au time attack, a obtenu le meilleur résultat. Son chrono de 1:29.6 lui permet d'obtenir le 11e temps. Très en forme, Ai Ogura, qui semble s'adapter assez positivement à une MotoGP. Ce sera un pilote à suivre, évidemment. Alors, il y a Fermin Aldeguer. Il est resté un peu calé dans la minute 30 et donc le 18e chrono là-bas à Buriram. Aldeguer un peu frustré, s'adaptant assez bien à la MotoGP, mais en termes de performance, ça reste assez loin de ce que lui espérait en tout cas proposer. Mais le temps d'adaptation oblige, ça sera observé pour la suite. Et enfin, Somkhat Chantra, lui, assez loin dans les chronos, mais qui n'a par contre, c'est intéressant à remarquer, qui n'a cessé de progresser avec sa Honda, même si ça reste loin des meilleurs, pas non plus sur la meilleure des machines en ce moment. Mais voilà, la progression est là et elle s'observe, c'est le plus important au stade des tests, à voir en début de saison et après quelques courses, si Somkhat Chantra nous montre quelque chose d'intéressant. Bon, là, le rendez-vous, c'est dans quelques jours. Et au même endroit, du 28 février au 2 mars, ça y est, la saison MotoGP va enfin être ouverte. On a attendu. Alors, qui sera le premier vainqueur ? Ça, c'est la question. Moi, si je devais mettre une petite pièce, j'irais sur Marc Marquez. Il a semblé survoler quand même cette session des tests. En tout cas, en termes de chrono, c'était hyper intéressant. Peut-être que Alex Marquez va montrer quelque chose d'intéressant. Et alors, je n'oublierai pas Pecco Bagnaia. C'est certain que Pecco Bagnaia sera plus fort, je pense, que ce qu'on a pu voir lors de ces tests. Ça restait des tests, voilà. Aprilia pourrait surprendre. Moi, je dirais devrait. Je suis assez convaincu que Aprilia va vite être dans le coup. Et Fabio Quartararo, alors, peut-être pas comme potentiel gagnant, on s'entend bien, mais je pense qu'on verra du plus intéressant que l'an dernier chez Yamaha. Je dirais que le mieux à obtenir en début de saison, c'est top 8 ou top 5. C'est très optimiste, mais c'est pas impossible. Et alors, je l'ai gardé en dernier, et pourtant pas des moindres, Pedro Acosta. Je pense sincèrement qu'il va falloir garder un œil sur Pedro Acosta. Dès le début de la saison, je pense qu'il pourrait se mêler à la lutte pour la victoire. Bon, le verdict, évidemment, ce sera sur la piste. Voilà, on est au bout de ce nouvel épisode de Point de Corde. J'ai déjà hâte de vous retrouver pour le prochain, qui sera le tout dernier avant le coup d'envoi de la nouvelle saison. Alors, je peux déjà vous donner le thème, ce sera hyper subjectif. Je vais m'amuser à faire l'exercice de vous donner mes favoris pour la couronne mondiale 2025. Subjectif mais intéressant, parce que ça va nous permettre d'échanger. Vous pourrez me dire ce que vous imaginez, quels sont ceux que vous voyez aller au bout, me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mes choix, et on va essayer surtout de sortir un nom. C'est un peu un exercice difficile et effectivement subjectif, mais ça peut être amusant. En attendant, continuez à vous abonner. Si vous êtes ici sur YouTube, notamment avec le pouce bleu en plus, ça m'aide énormément. Il y a les plateformes de podcast aussi. Abonnez-vous avec la petite clochette, comme ça vous recevez une notification quand il y a un nouvel épisode qui arrive. Et alors vos évaluations, ça m'aide énormément, je vous le redis. Quand vous me laissez une évaluation, l'algorithme va proposer mon podcast à de nouvelles personnes qui, comme vous, vont rejoindre la communauté Point de Corde.
Un petit détail, tiens aussi avant de vous laisser, très vite, c'est en train de se prévoir en ce moment, je vais enfin me retrouver en face de ce premier invité pour ce format d'interview où j'aurai l'occasion donc de vous proposer un épisode avec en face de moi une personne qui gravite autour de l'univers MotoGP. Je vous l'avais dit, on parle d'un pilote belge pour ce premier format interview et j'ai hâte parce que ça se rapproche. Je pourrai bientôt vous publier cet épisode et je vous donnerai quelques infos quand il arrive. D'ici là, on se donne rendez-vous. Voilà, au prochain épisode. Salut, à bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Point de Corde. Pour ne pas manquer le suivant, abonnez-vous dès maintenant. Point de Corde sur YouTube et toutes les plateformes de podcast audio. Spotify, Apple Podcasts, Deezer et encore bien d'autres. Suivez également Point de Corde sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook.